Il est au bout du fil. Je vous mentionnais juste avant la pause, Tariq Ramadan, lui parler, c'est comme une audience pontificale, ma foi du bon Dieu. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était à Radio X Montréal, à l'époque où il était en Europe, évidemment, puis on parlait du fameux débat sur la Charte des valeurs. Charte qui n'a pas eu de suite politiquement, Dieu merci. Maintenant, il est au bout du fil, il est en transit vers Montréal. Professeur Ramadan, bonjour. 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 Ah, c'est toujours vraiment un privilège incroyable. Merci de prendre le temps dans un horaire chargé parce que ce soir, vous donnez une conférence à l'Église unie St. James United à Montréal. Merci à vous de systématiquement et de fidèlement m'inviter à vos émissions, de me donner la possibilité de partager des réflexions avec vos auditeurs. Bien, écoutez, le temps qu'on a le privilège de vous avoir, évidemment, on vit dans un bain d'hystérie collective depuis les attentats de Paris. Et je vous amène tout de suite sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour, évidemment, départager tout ça? On voit Donald Trump qui, à force de répéter des mensonges, comme il l'a fait dans l'État de l'Alabama hier, en disant qu'il y avait des milliers de musulmans qui jubilaient devant l'effondrement des tours du World Trade Center. Et là, les gens sont hystériques, croient ça, ça engendre la peur. À force de répéter un mensonge, ça devient la vérité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire dans un monde aussi troublé? Ben, écoutez, je pense que vous le décrivez bien, et je pense que l'attitude qu'il faut que nous ayons, c'est une attitude de sagesse. C'est une attitude justement de refuser ce qu'on est en train de nous imposer, malheureusement, soit par des stratégies gouvernementales, soit par des emballements médiatiques, une espèce de politique émotionnelle où, emporté par l'émotion, on n'écoute plus, emporté par l'émotion, on ne vérifie rien, emporté par l'émotion, on essentialise tout. Alors tous les musulmans sont ainsi, ou l'Occident est ainsi, parce que ça joue dans les deux sens. Vous savez, dans le monde majoritairement musulman, la perception de l'Occident, quand elle est emportée par l'émotion, c'est la même chose. C'est tout l'Occident en entier, il ne nous aime pas, il n'aime pas l'islam. Et d'un autre côté ici, ces musulmans, ils jubilent à la mort, ils envoient leurs enfants à la mort. C'est une religion mortifère. Quand on voit ceci, il faut faire un pas en arrière. Il faut savoir maîtriser son émotion. L'émotion est belle là où, quand elle est bien placée, elle devient dangereuse quand elle nous paralyse l'intelligence, l'écoute. Et donc, à partir de là, il faut faire un certain nombre de choses. La première, c'est s'imposer systématiquement de vérifier les faits, de savoir nuancer, de contextualiser les choses. La deuxième des choses qu'il faut qu'on attende tous de nous-mêmes, c'est que nous cessions de nous situer, de nous positionner comme victimes. C'est-à-dire que nous vivons le plus grand drame de la globalisation et de la politique émotionnelle, c'est que nous sommes tous en train de nous penser en victimes. Nous serions en Occident les victimes de cette terreur qui s'abat sur nous à Paris ou à Londres ou aux États-Unis. Et d'un autre côté, eh bien, les musulmans, ce seraient les victimes de cet Occident qui ne les aime pas. Et donc, il n'y a plus de responsable aujourd'hui dans ce qui nous arrive. Et donc, il faut, avec sagesse, faire ce pas en arrière, prendre ses responsabilités, savoir être autocritique par rapport à ceux qui, par exemple, pour moi, en tant que musulman, être critique par rapport à ceux qui instrumentalisent ma religion pour pouvoir justifier du pire, mais aussi d'un autre côté, comme occidental, je dois être aussi critique par rapport à un certain nombre, mon gouvernement ou un certain nombre de nos gouvernements en Occident qui n'ont pas de politique claire, qui soutiennent des despotes et qui viennent ensuite espérer que la démocratie s'installera quand ils défendent parfois même des gouvernements dont l'idéologie est en complète opposition avec nos valeurs. Voilà ce qu'il faut faire. C'est un travail qui est un travail de maîtrise, un travail de... Et puis en même temps, un dernier élément, ce que vous me permettez de faire aujourd'hui en me donnant la parole, c'est celui du dialogue, c'est celui de la rencontre entre nous, parce que vous n'êtes pas de mon horizon religieux, je ne suis pas de votre horizon religieux, nous n'avons pas les mêmes parcours, mais à un moment donné, on s'arrête et on s'écoute. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quelles sont les valeurs que nous partageons? Au-delà de l'émotion qui nous divise, la raison raisonnable qui nous unit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse entre nous et c'est ça qu'aujourd'hui, les citoyens doivent surtout cesser de se penser en victime et cesser de penser qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont impuissants par rapport à ça parce que les choses se joueront au niveau local, ça se jouera dans le voisinage, ça se jouera dans nos sociétés. C'est à nous de faire ce travail-là et de nous y engager. Mais je vous écoute parler. Évidemment, vous êtes un spécialiste aussi de l'islam en Occident.
Je vous donne un exemple. J'étais à Montréal vendredi dernier. J'écoute une station de radio AM qui donne un bulletin de nouvelles. Et là, on nous dit, regardez le traitement de la nouvelle, comment c'est horrible. On nous dit actuellement à Brest, imaginez-vous donc, il y a une perquisition à la mosquée de Brest et à la résidence de l'imam, ou d'Efa, pour ne pas le nommer. Et là, on aurait trouvé chez ce salafiste, des armes, des caches d'armes, c'est épouvantable. Ça, on reçoit ça à Montréal comme information. Quand on va vérifier, c'est pas vrai. Et quand on creuse le dossier, ben, on a perquisitionné tout ça parce qu'il a fait un discours sur la musique à des enfants. Ça n'a plus de fin, cette affaire-là. Ça n'a pas de sens. Ben oui, ben c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, des informations sont dites, sont amplifiées. Vous savez, par exemple, on nous a dit également que parmi les terroristes à Paris, il y en a qui étaient passés par la Grèce, donc ils étaient des immigrés, donc il faut faire attention aux immigrés venant de Syrie. Donc ensuite, mais on ne se rend pas compte de l'impact d'une petite information fausse comme celle-ci. Quel impact elle a sur des millions de gens qui sont en train de fuir la misère, la mort et les bombardements quotidiens sur leur pays, et parce que des gens ont compris aujourd'hui, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par l'amplification médiatique, qu'aujourd'hui, les rumeurs font des politiques et puis qu'on entretient un climat extrêmement délétère. Donc, vous savez, c'est vrai tout ceci, et on peut s'asseoir, et moi je ne suis pas de ceux qui s'assoient et qui critiquent tous les médias en mettant tout le monde dans le même sac. Il y a des journalistes qui font un travail extraordinaire, il y a des chaînes qui essayent d'apporter aussi des avis qui soient diversifiés, mais au bout du compte, ce qui est le plus important, c'est que quand même on a l'information qu'on mérite. Si on accepte de se faire manipuler, si on ne va pas vérifier les choses, si on est uniquement dans rapporter le propos courant et rapporter ces faits sans les vérifier, eh bien on participe à ce climat qui ne nous permet pas. Vous savez, à un moment donné, ce climat, il a comme conséquence quelque chose d'extrêmement grave. C'est que de bout en bout, quand vous l'ajoutez, il y a une partie des êtres humains du monde qu'on est en train de déshumaniser. C'est-à-dire que leur mort, elle vaut pas la nôtre mort. C'est-à-dire que même ce salafi-là, moi je suis contre ce qu'il dit sur la musique et tout ça. Mais en plus, on est allé perquisitionner, on n'a rien trouvé. Exact. On ne peut que lui reprocher d'être un dogmatique ou peut-être d'avoir un esprit littéraliste, mais d'en faire un potentiel criminel. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire de la vie des gens, de leur vie, de leur réputation, de leur famille, et qu'à un moment donné, ce qu'on est en train de voir, je comprends l'émotion et j'ai partagé l'émotion et l'empathie et la sympathie pour les victimes à Paris. J'ai condamné ces faits et je dis il faut qu'on soit dans l'empathie, mais en même temps il n'y a pas des empathies sélectives. C'est pas on oublie ce qui s'est passé à Beyrouth, on oublie ce qui se passe en Syrie, et puis on a des empathies sélectives. Ça, c'est le début de la déshumanisation d'une partie de l'humanité, et ça peut nous rendre véritablement inhumains par rapport à notre façon de réagir. En terminant, et vous êtes très suivi sur la planète, les jeunes vous adorent, vous allez ce soir à guichet fermé à Montréal. Moi, si j'étais un jeune, évidemment, je suis rendu un peu vieux, là, à 48 ans, mais si j'étais un jeune, dans une cité en France, taxée par l'exclusion, la pauvreté, et que je vois tout ça se passer sous mes pieds, je me dirais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir autre que la radicalisation? À un moment donné, l'appel de la sirène, là, de la radicalisation, se trouver une cause à notre désespoir, ça transcende la religion, cette affaire-là, là. Oui, ça transcende la religion, mais justement, il faut que nous convoquions par rapport à tout ceci une réaction qui soit un tout petit peu différente. Quand on est un jeune et qu'on peut se dire mais finalement quelle est ma place dans cette société-là, il n'y a pas d'espoir et tout ce discours qu'on tient, c'est justement là où moi je dis aux jeunes, faites exactement le contraire de ce que vous pourriez attendre de vous-même et de ce qu'on pourrait attendre de vous. Ce que vous pourriez attendre de vous-même, c'est finalement de vous radicaliser. Et ce qu'on peut attendre de vous à un moment donné, c'est de vous isoler et de devenir invisible. Eh bien, il faut changer ça. Il faut vous éduquer, il faut porter le savoir
savoir comme l'arme de votre indépendance, le fait de devenir sujet, et puis il faut une nouvelle visibilité dans la société. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, devenez des agents utiles dans cette société-là. Et si on vous donne pas de travail, eh bien portez l'éducation, essayez de trouver des opportunités, soyez créatifs dans la société, trouvez la possibilité, parce que vous n'êtes pas seul, ça n'est pas vrai. Vous avez plein de concitoyens qui ne sont pas de votre religion, qui sont avec ou sans religion, qui entendent et qui voient comment les choses évoluent. Et c'est là où il faut que vous cherchiez des partenaires dans la société, que vous ayez une nouvelle visibilité, qui ne soit pas la visibilité de la couleur de la peau, la visibilité de la tenue vestimentaire, mais la visibilité de la distinction dans la valeur ajoutée que vous apportez dans la société. Réconcilier cette société avec ses valeurs. Quand on vous parle de justice, eh bien demandez aussi à ce qu'on vous traite avec justice, demandez à ce que connaissez vos responsabilités sociales, mais connaissez vos droits aussi. Vous savez, c'est un état d'esprit qu'il faut développer, et justement, tout ce qu'on a dit au début de notre entretien, refuser cette espèce d'enfermement dans l'émotivité qui isole et qui rend sourd, et qui rejoint le mot que vous avez utilisé au début de l'entretien, une espèce d'hystérie collective où on ne sait plus qui parle de quoi et qu'est-ce qu'il faut croire ou ne plus croire, pour avoir un discours posé, un discours que moi, ça fait maintenant 30 ans que je suis toujours dans cette ligne, je n'en ai pas changé, et je pense que c'est pour ça que c'est entendu aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est sur cette voie de la sagesse, de l'écoute, de la présence constructive que les choses changeront dans nos sociétés. Mais merci, c'est toujours un privilège. Quel mot rempli d'espoir vraiment et de noblesse. Il faut vraiment s'élever au-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation encore. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan qui, vraiment, vous voyez, c'était peut-être la première fois que vous l'entendiez. Tous ces livres sont dans les librairies, en vente. Ce gars-là est public, ne se cache pas, et c'est vrai qu'il a toujours eu le même discours. Moi, ça fait plusieurs années que je le suis. Mais si vous allez voir des sites comme Point de bascule, ou Poste de veille, ou... bien là, on va vous dire que c'est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans. So what? So what? Saviez-vous, moi, que j'étais le petit-fils de quelqu'un aussi? Puis on s'en balance. Vraiment, je suis très, très, très content. Très, très, très content.